Je m'appelle Archer, j'ai 35 ans et je suis ingénieur logiciel originaire d'une région rurale du Michigan. J'ai enfin réussi dans le secteur de la technologie à Seattle. Lors de notre dîner de famille mensuel, mon neveu de 7 ans, Tyler, a pointé du doigt ma nouvelle Tesla et a innocemment annoncé « Maman dit que tu as emprunté cette voiture à ton patron pour paraître important ». Tout le monde a ricané pendant que ma sœur Megan feignait l'embarras. J'ai juste souri et je suis parti sans un mot. Ce soir-là, elle m'a envoyé un texto « N'oublie pas que le paiement de la maison est dû ». J'ai simplement répondu « Tout sera réglé ». D'où regardez-vous? Cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui ont tenté de minimiser votre succès. J'ai grandi dans une petite communauté agricole près de Grand Rapids, dans le Michigan, où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde et où le statut social se mesurait à l'âge de votre camionnette et à la taille de votre propriété. Ma sœur Megan avait 5 ans de plus que moi, et malgré la différence d'âge, nous étions proches quand nous étions enfants. Nous avons partagé une chambre exiguë dans la modeste maison de 2 chambres de nos parents jusqu'à ce que j'ai 8 ans, lorsque papa a converti une partie du grenier en une petite chambre pour moi. Ces premières années ont forgé ce que je pensais être un lien indéfectible entre nous. Nos parents, Thomas et Eleanor, se sont épuisés au travail pour subvenir à nos besoins. Papa gérait la quincaillerie locale 6 jours par semaine tandis que maman travaillait comme secrétaire d'école et faisait le ménage dans des maisons le week-end. Ils ne se sont jamais plaints, mais la pression financière était évidente dans les meubles usés, la planification minutieuse des repas et la façon dont les cadeaux de Noël étaient toujours des nécessités pratiques plutôt que les jouets que recevaient les autres enfants. Ces circonstances nous ont façonnés, Megan et moi, de manière très différente. Alors que j'étais déterminé à créer une sécurité financière par l'éducation et l'avancement professionnel, Megan a développé une fixation sur les apparences et le statut social. Elle était jolie et populaire au lycée. Sortant avec Brad Thompson, dont la famille possédait le plus grand concessionnaire automobile du comté, tout le monde attendait de grandes choses de Megan. Elle était intelligente, charismatique et animée par le désir d'échapper aux modestes circonstances de notre famille. Lorsque Megan est tombée enceinte à 19 ans, ses projets d'études à l'Université d'État du Michigan ont déraillé. Elle et Brad se sont mariés rapidement et, avec l'aide de ses parents, ils se sont installés dans une petite maison de départ à seulement 2 miles de l'endroit où nous avons grandi. Ce qui était censé être une situation temporaire est devenu permanent. Brad a pris un poste au concessionnaire de sa famille et Megan a trouvé du travail comme réceptionniste au bureau d'assurance local. Leur fils, Tyler, est né 7 mois après leur mariage. J'avais 15 ans lorsque la vie de Megan a pris ce tournant. Toujours concentré sur le maintien de notes parfaites et l'obtention d'une bourse qui me mènerait loin de notre petite ville. Malgré la distance physique qui finirait par nous séparer, j'ai promis à Megan que je serais toujours là pour elle et Tyler. Puis la tragédie a frappé quand j'avais 20 ans. Nos parents ont été tués dans un accident de la route impliquant plusieurs véhicules sur l'autoroute pendant un blizzard. La perte a été dévastatrice, mais elle a particulièrement touché Megan. Enceinte de 7 mois de son 2e enfant à l'époque, elle est tombée dans une profonde dépression. Brad était mal équipé pour gérer ses besoins émotionnels tout en gérant leurs finances et en s'occupant de Tyler, âgé de 3 ans. La modeste police d'assurance vie que nos parents avaient laissée a été partagée entre nous. Au lieu d'utiliser ma moitié pour payer mes études comme ils l'avaient prévu, j'ai donné une part importante à Megan et Brad pour un acompte sur une maison plus grande. Leur famille grandissante avait besoin de stabilité, et je me suis convaincu que les aider était ce que maman et papa auraient voulu. J'ai cumulé 3 emplois simultanément pour payer mes études au Community College, remplissant les étagères du supermarché tôt le matin, répondant au téléphone dans un cabinet d'avocat local pendant la journée et livrant des pizzas le soir. Après 2 années épuisantes, j'ai été transféré à l'Université du Michigan pour terminer mon diplôme en informatique. Toutes les vacances et les pauses estivales, je retournais à la maison pour passer du temps avec la famille de Megan, apportant des cadeaux pour les enfants et aidant aux projets ménagers que Brad ne semblait jamais trouver le temps de faire. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de programmeur débutant dans une petite entreprise technologique à Détroit. Le salaire était modeste, mais c'était un pied dans la porte d'une industrie qui me passionnait. Je vivais dans un studio avec des meubles d'occasion et je conduisais une Honda Civic de 15 ans avec près de 200 000 miles au compteur. Malgré mon budget serré, je n'ai jamais manqué d'envoyer de l'argent pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël de Tyler, toujours étiquetés comme venant de sa mère et de son père. 3 ans plus tard, j'ai accepté un poste dans une entreprise de logiciels en pleine croissance à Seattle.
L'augmentation de salaire substantielle et l'indemnité de déménagement représentaient la première véritable bouffée d'air frais financière que j'avais jamais connue. La réaction de Megan à mon déménagement a été mitigée. Superficiellement favorable mais sapée par des commentaires comme « J'espère que ça marchera cette fois » et « Ne nous oublie pas quand tu vivras la grande vie ». À Seattle, ma carrière a prospéré. J'ai travaillé 60 heures par semaine, j'ai obtenu des promotions et je suis finalement devenu directeur principal de l'ingénierie, supervisant une équipe de 15 développeurs. Mon travail acharné a porté ses fruits avec des options d'achat d'actions, des primes et un salaire qui reflétaient enfin mon expertise et mon dévouement. Tout au long de ces années, j'ai maintenu des liens étroits avec la famille de Megan, rentrant en avion pour les grandes fêtes et envoyant des cadeaux généreux. Lorsque la tentative de Brad d'ouvrir un deuxième concessionnaire a échoué, je leur ai prêté 15 000 $. Ils n'ont jamais remboursé. Lorsque leur toit a eu besoin d'être remplacé, j'ai couvert la facture de 8 000 $. Plus important encore, j'ai contribué à hauteur de 900 $ par mois à leur hypothèque pendant près de 4 ans. De l'argent que Megan appelait de plus en plus « ce qu'on nous doit », plutôt que le cadeau que c'était. Malgré mon succès financier et mes réalisations professionnelles, les réunions de famille sont devenues de plus en plus inconfortables. Les parents de Brad, Judith et Howard, étaient assez agréables, mais me considéraient clairement comme l'excentrique de la famille qui avait abandonné les valeurs de la petite ville pour la vie citadine. Le frère de Brad, James, et sa femme, Sarah, étaient plus accueillants. Mais même semblaient accepter le récit soigneusement construit par Megan sur ma vie. Ce que je n'ai compris que bien plus tard, c'est à quel point Megan avait systématiquement dénigré mes réalisations pour maintenir son statut de sœur qui avait réussi et qui était restée fidèle à ses racines. Pendant que je construisais une carrière grâce à un effort incessant et un apprentissage constant, elle construisait une fiction sur ma vie qui finirait par se défaire de la manière la plus douloureuse possible. Le dernier samedi d'avril était exceptionnellement chaud dans le Michigan alors que je me rendais de mon hôtel à la maison de Megan et Brad pour le dîner de famille mensuel. Après un trimestre particulièrement réussi au travail, je m'étais enfin offert une Tesla Model S bleu nuit avec l'ensemble intérieur haut de gamme. C'était le premier achat vraiment luxueux que j'avais jamais fait, un symbole tangible de la victoire sur la pauvreté de notre enfance et des années de sacrifices financiers. Le quartier où vivaient Megan et Brad se composait de grandes maisons plus récentes disposées autour d'étangs artificiels et de petits parcs, le genre de lotissement de la classe moyenne supérieure qui avait représenté un luxe inaccessible pour nous quand nous étions enfants. Leur maison coloniale de 4 chambres avec sa pelouse bien entretenue et son garage pour 3 voitures projetait exactement l'image de succès que Megan avait toujours désiré. Je me suis garé dans leur allée incurvée, derrière le Cadillac Escalade du père de Brad. Mon neveu Tyler a été le premier à me repérer, sortant en courant de la maison en chaussettes malgré les appels de sa mère pour qu'il mette des chaussures. « Oncle Archer !»« Oncle Archer !» a-t-il crié, son enthousiasme de 7 ans contagieux alors qu'il s'arrêtait en dérapant à côté de ma voiture. « Waouh, c'est à toi !»« C'est trop cool !» Je suis sorti, lui donnant le high-five qu'il attendait avec impatience. « Salut, mon pote. » Ouais, c'est ma nouvelle voiture. Je l'ai eue le mois dernier. Tyler a fait le tour du véhicule, la bouche bée devant le design élégant et le logo distinctif. On peut faire un tour plus tard? S'il te plaît. On verra ce que dit ta mère, ai-je répondu, connaissant la réponse probable de Megan. J'ai attrapé mon sac de voyage et les cadeaux que j'avais apportés. Un kit scientifique pour Tyler, une poupée pour sa sœur de 4 ans, Emma, et une bouteille de scotch cher pour Brad. La porte d'entrée s'est ouverte plus largement alors que Megan apparaissait, portant une robe d'été à fleurs et une expression qui ne pouvait pas tout à fait décider entre l'accueil et l'évaluation. « Eh bien, regarde qui est enfin arrivé », a-t-elle lancé avec un sourire crispé. « On commençait à penser que tu t'étais peut-être perdu. » Le vol était à l'heure pour une fois, ai-je répondu, montant les marches du Porsche pour accepter son bref câlin prévenant. Le trafic de l'aéroport n'était pas mauvais non plus. « C'est une sacrée voiture de location », a-t-elle commenté, ses yeux passant de la Tesla à mon visage. « Pas une location », ai-je corrigé doucement. Je me suis enfin acheté quelque chose de bien. Un éclair de quelque chose. Surprise, agacement? A traversé ses traits avant qu'elle ne le masque par un rire. Eh bien, tu es plein de surprises, toi? Allez, entre. Tout le monde attend. La maison était remplie de la cacophonie familière des réunions de famille, le match de baseball hurlant depuis la télévision du salon, le bavardage animé d'Emma alors qu'elle jouait avec ses poupées sur le sol, le tintement des glaçons et des verres,
et l'arôme du rôti signature de Megan flottant depuis la cuisine. Les parents de Brad étaient installés aux meilleures places sur le canapé sectionnel. Howard, un homme corpulent au bronzage permanent dû au golf, a levé son verre de whisky en guise de salut. Judith, mince et méticuleusement entretenue avec des cheveux méchés et un maquillage soigneusement appliqué, a offert un sourire froid. Le voilà, le gros bonnet de Seattle, a lancé Brad depuis l'embrasure de la cuisine, une bière à la main. Il avait pris du poids depuis ma dernière visite il y a 6 mois, sa silhouette autrefois athlétique maintenant molle au milieu, sa ligne de cheveux reculant de manière plus visible. Pas vraiment, ai-je répondu avec un sourire autodépréciateur, ayant appris que l'humilité était ma meilleure défense contre leurs pics subtils. Toujours le même. Le frère de Brad, James, et sa femme, Sarah, sont arrivés quelques instants plus tard avec leur fille adolescente, Zoé. De toute la famille élargie, c'était eux que j'appréciais vraiment. James travaillait comme professeur d'anglais au lycée local et partageait mon amour de la science-fiction. Sarah, une infirmière pédiatrique, avait une chaleur et une authenticité qui contrastaient fortement avec la performance sociale calculée de Megan. « Archer, super de te voir, mec », a dit James en me donnant un vrai câlin. « Tu restes combien de temps en ville ?»« Juste le week-end », ai-je répondu. « Je dois être de retour pour un grand lancement de produits mardi. »« Écoutez-le », a interjeté Megan avec un rire qui ne contenait aucun humour réel. « Toujours si important et occupé. Certaines choses ne changent jamais. » J'ai ignoré la pique, ayant développé une peau épaisse au fil des ans. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger où Megan avait dressé la table avec sa meilleure porcelaine et son cristal, le service coûteux que je leur avais offert pour leur 10e anniversaire. Emma était assise à côté de moi, bavardant sur la maternelle et ses cours de danse. Tyler était assis en face de nous, entre ses grands-parents. La conversation a suivi les sujets habituels, les ragots locaux, les ventes du concessionnaire de Brad, le jeu de golf d'Howard, la politique du club de jardinage de Judith et des nouvelles soigneusement éditées de ma vie à Seattle. J'avais appris à partager juste assez sur mon travail pour être poli sans fournir de munitions pour le dénigrement subtil de Megan. Alors que nous finissions le plat principal et que Megan commençait à débarrasser les assiettes pour le dessert, Tyler a soudainement pointé du doigt la fenêtre avant où ma Tesla était visible dans l'allée. « Maman, peux-tu m'expliquer à nouveau pourquoi oncle Archer a cette voiture de luxe ?» a-t-il demandé avec une innocence enfantine. « J'ai oublié ce que tu m'as dit. » La pièce est devenue silencieuse alors que tous les yeux se sont tournés vers Megan, qui s'est figée momentanément avant de forcer un rire. « Oh, Tyler, tu te trompes, mon chéri » a-t-elle dit d'un ton léger. « J'ai juste dit que la voiture d'oncle Archer est très belle. » Mais Tyler, avec la persistance que seul un enfant de 7 ans peut avoir, a secoué la tête. « Non. Tu as dit à papa qu'oncle Archer l'avait emprunté à son patron pour paraître important quand il nous rend visite. Tu as dit que son entreprise laissait les employés faire semblant de posséder de belles choses. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Brad a toussé maladroitement tandis qu'Howard a mal déguisé un grognement de rire en un raclement de gorge. Les sourcils de Judith se sont levés alors qu'elle échangeait un regard avec Sarah, dont le visage avait rougi d'embarras par procuration. « Les enfants disent les choses les plus folles », a finalement offert Brad, tentant de briser la tension. « Encore du vin, quelqu'un ?» Mais le mal était fait. Autour de la table, je n'ai pas vu de choc ou d'incrédulité face à cette affirmation absurde, mais des sourires entendus et des regards échangés. Ils avaient déjà entendu ce récit. Ils y croyaient. À ce moment-là, des années de piques et de dénigrements accumulés se sont cristallisés avec une clarté parfaite. Ma sœur m'avait systématiquement dénigré auprès de tout le monde, non seulement avec des implications subtiles, mais avec des mensonges purs et simples sur ma carrière, mon caractère et mon succès. Megan est revenue de la cuisine, son visage un masque d'embarras soigneusement construit. « Tyler, chéri, ce n'est pas exactement ce que maman a dit. Oncle Archer travaille très dur à son travail. Maintenant, qui veut du gâteau au chocolat ?» Le changement de sujet rapide aurait pu fonctionner sans la suite innocente d'Emma. « Mais maman, tu as dit ça. Tu as dit qu'oncle Archer fait semblant d'être riche, mais qu'en réalité il a besoin de notre aide. » Une autre vague de ricanements mal dissimulés a fait le tour de la table. Brad a lancé un regard d'avertissement à Emma tandis que le visage de Megan est devenu rouge. Je suis resté parfaitement immobile, mon expression neutre tout en traitant intérieurement cette trahison. Je leur avais donné plus de 45 000 $ au cours des 5 dernières années seulement. J'avais sacrifié mon propre confort, retardé mes propres objectifs de vie,
tout pour soutenir la sœur qui me dépeignait maintenant comme une sorte de fraudeur. Je pense que je devrais y aller, ai-je dit doucement, pliant ma serviette et la posant à côté de mon assiette. Volto demain. Ne sois pas ridicule, a protesté trop rapidement Megan. Tu n'as même pas eu de dessert. Tyler et Emma, excusez-vous auprès de votre oncle pour avoir inventé des histoires. Les enfants avaient l'air confus et au bord des larmes, pris dans le tissu de mensonges de leur mère. Je ne leur permettrai pas d'être blâmés. Aucune excuse n'est nécessaire, ai-je dit, leur souriant de manière rassurante. Les enfants ne font que répéter ce qu'ils entendent. Ce n'est pas de leur faute du tout. Je me suis levé, j'ai remercié Megan pour le dîner, j'ai fait mes adieux polis à tout le monde et je suis sorti vers ma voiture avec ma dignité intacte. En reculant de l'allée, je pouvais les voir rassemblés à la fenêtre de la salle à manger. Sans doute déjà en train de disséquer ce qui venait de se passer à travers le prisme déformé de Megan. 3 heures plus tard, alors que j'étais assis dans ma chambre d'hôtel à examiner des emails professionnels, mon téléphone a vibré avec un texto de Megan. N'oublie pas, le paiement de la maison est dû le 1er. $200 de plus aiderait pour les frais de la compétition de danse d'Emma. L'audace était à couper le souffle. Après avoir laissé sa famille se moquer de moi, après avoir appris à ses enfants à me manquer de respect, elle attendait toujours un soutien financier. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de taper ma réponse. Tout sera réglé. Elle ne pouvait pas comprendre toute la signification derrière ces 4 mots, mais elle le ferait très bientôt. Alors que je restais éveillé dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là, les souvenirs des trahisons de Megan me traversaient l'esprit comme des scènes d'un film dérangeant. Ce qui s'était passé au dîner n'était pas un incident isolé, mais le point culminant d'années de dénigrement systématique. Le premier exemple notable s'est produit lorsque j'ai décroché mon poste de programmeur à Détroit lors d'un barbecue familial. J'ai entendu Megan dire à notre vieille tante Patricia que je ne faisais que jouer avec les ordinateurs toute la journée. Lorsque tante Patricia a exprimé sa confusion sur ce que cela impliquait, Megan a ri et a dit, honnêtement, je ne pense pas que quiconque sache ce qu'il fait réellement. Ce n'est pas comme une vraie carrière comme l'enseignement ou la médecine. Le dénigrement m'a blessé, mais je me suis dit qu'elle ne comprenait tout simplement pas l'industrie de la technologie. 6 mois plus tard, lorsque j'ai invité la famille à voir mon nouvel appartement dans le quartier revitalisé de Midtown à Détroit, Megan a passé toute la visite à souligner les problèmes de sécurité et à demander si j'avais de bons verrous. Ce quartier semble en transition, a-t-elle dit à Brad assez fort pour que je l'entende. Je m'inquiète pour Archie qui vit dans un quartier aussi dangereux. L'appartement était en fait dans l'un des quartiers les plus sûrs de la ville, près de l'université et du centre médical, mais ces commentaires ont semé l'inquiétude auprès du reste de la famille qui a commencé à remettre en question mon jugement. Lorsque j'ai été promu développeur principal après seulement 18 mois, doublant presque mon salaire, la réponse de Megan a été révélatrice. Eh bien, ils doivent être désespérés de trouver des gens prêts à faire ces heures, a-t-elle commenté lorsque j'ai partagé la nouvelle lors d'un dîner de famille. J'espère qu'ils ne t'utilisent pas juste jusqu'à ce que quelqu'un avec plus d'expérience se présente. Ce qui aurait dû être un moment de célébration est devenu un exercice de défense de mes capacités. L'exemple le plus flagrant est survenu lorsque j'ai pris 3 mois de congé entre 2 emplois pour développer une application de suivi de la condition physique que je conceptualisais. J'avais économisé suffisamment pour subvenir à mes besoins pendant cette période et j'étais enthousiaste à l'idée de cette opportunité entrepreneuriale. Megan a dit à tout le monde que j'étais, entre 2 emplois, son-on sous-entendant que j'avais été licencié. Lorsque l'application a été terminée et que j'ai accepté un poste dans l'entreprise de Seattle, elle a décrit cela comme si j'avais, enfin trouvé quelque chose, après une période de chômage. Au fur et à mesure que ma carrière à Seattle progressait, les méthodes de Megan sont devenues plus sophistiquées. Elle a commencé à créer un récit alternatif sur ma vie, où mon succès était temporaire, mes réalisations exagérées et ma stabilité financière précaire. Elle qualifiait mon appartement de « minuscule ». Il faisait près de 12 200 pieds carrés dans l'un des meilleurs quartiers de Seattle. Elle décrivait mon travail comme « stressant et probablement pas à long terme ». J'étais dans la même entreprise depuis 6 ans avec des promotions régulières. De manière plus insidieuse, elle a commencé à suggérer aux membres de la famille que j'avais des difficultés financières malgré les apparences. Lorsque j'ai envoyé à Tyler une console de jeux coûteuse pour Noël, elle a dit à ses beaux-parents que je l'avais achetée à crédit et que je ne pouvais pas me le permettre. Lorsque j'ai payé le dîner de tout le monde dans un restaurant chic lors d'une visite précédente, elle a plus tard dit à James et Sarah que j'avais fait des folies au-dessus de mes moyens. Ce que je n'ai découvert que plus tard,
c'est que Megan avait aussi systématiquement menti sur notre relation financière. Grâce à des conversations informelles avec James après le dîner désastreux, j'ai appris que Megan avait dit à tout le monde qu'elle m'avait aidé pendant des périodes difficiles. Les 45 000 $ que j'avais contribué à leur paiement de maison pendant 4 ans. Dans sa version, c'était de l'argent qu'elle m'avait prêté pendant des moments difficiles, que je remboursais maintenant. Les 15 000 $ que j'avais donnés pour l'expansion ratée de l'entreprise de Brad. Megan prétendait que c'était de l'argent qu'ils avaient hérité de nos parents, que j'avais emprunté lorsque j'ai déménagé à Seattle et que je remboursais lentement. Les 8 000 $ pour leur toit, un cadeau généreux de leur part lorsque je ne pouvais pas me permettre de réparer la plomberie de mon appartement. Chaque révélation était plus douloureuse que la précédente. La question qui me hantait n'était pas pourquoi Megan construirait des mensonges aussi élaborés, mais pourquoi je m'étais laissé exploiter si longtemps. Le soutien financier que j'avais fourni n'était pas seulement généreux. Il était excessif au point de l'auto-sabotage. En payant leur mensualité de maison, j'avais retardé l'achat de ma propre maison. En finançant l'entreprise de Brad, j'avais reporté mes investissements dans mes comptes de retraite. En couvrant leurs urgences, j'avais fait des heures supplémentaires et sacrifié mon propre confort. Le bilan psychologique était encore plus lourd que le bilan financier. Pendant des années, j'avais enduré des pics subtils et des commentaires dédaigneux. Trouvant toujours des excuses au comportement de Megan. Elle ne comprend pas mon secteur d'activité. Elle est peu sûre d'elle à cause de ses propres choix. Elle subit la pression de la famille de Brad, soucieuse du statut. Chaque fois que je rendais visite, j'observais comment Megan s'efforçait de maintenir son image de sœur qui avait réussi et qui était restée fidèle à ses valeurs natales, tandis que j'étais dépeint comme l'outsider un peu pathétique qui avait sacrifié ses relations personnelles pour une carrière précaire dans une ville lointaine. Plus je réfléchissais, plus je reconnaissais la manipulation sophistiquée à l'œuvre. Megan me louait d'un souffle. Archer est si intelligent avec les ordinateurs, et me dénigrait du suivant. Mais je crains que toutes ces heures passées à regarder des écrans soient la raison pour laquelle il ne peut pas maintenir de relation. Elle me remerciait pour les cadeaux à ses enfants, puis laissait entendre aux autres que c'était une tentative d'acheter une affection que je ne pouvais pas gagner naturellement. Le plus douloureux était de réaliser que j'avais permis ce traitement par mon propre désir de maintenir l'harmonie familiale. Après avoir perdu nos parents, Megan et ses enfants représentaient ma seule véritable connexion familiale. J'ai toléré le manque de respect, absorbé le fardeau financier et ravalé ma fierté, tout cela pour préserver une relation qui, en réalité, n'existait que selon ses conditions d'exploitation. L'incident avec Tyler pointant du doigt ma voiture n'était que la manifestation la plus publique d'un schéma qui existait depuis près d'une décennie. Les ricanements autour de la table du dîner ont confirmé ce que j'avais soupçonné mais que je n'avais pas voulu affronter. Tout le monde dans le cercle de Megan avait accepté son récit fictif sur ma vie. Mes propres réalisations avaient été transformées en une histoire qui diminuait plutôt que de célébrer mon succès. Alors que l'aube se levait sur le parking de l'hôtel, j'ai pris une décision. Le schéma prendrait fin maintenant. Plus d'argent. Plus d'acceptation silencieuse du manque de respect. Plus de laisser l'insécurité de Megan définir ma relation avec ma nièce et mon neveu. Il était temps pour la vérité, livrée non pas avec colère, mais avec la certitude calme de quelqu'un qui reconnaît enfin sa propre valeur. Le matin après le dîner désastreux, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel avec une tasse de café médiocre, regardant le lever du soleil et formulant un plan. Mon premier instinct avait été émotionnel, couper les ponts complètement, partir, ne jamais regarder en arrière. Mais cette approche ne ferait que renforcer le récit que Megan construirait inévitablement sur mon départ de leur vie. Je devais être stratégique, méthodique et, surtout, factuel dans ma réponse. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à créer une feuille de calcul documentant chaque contribution financière que j'avais faite à Megan et Brad au fil des ans. Virement bancaire pour leur paiement d'hypothèque, 81 d'entre eux à 900 $ chacun. Le virement de 15 000 $ pour l'entreprise de Brad. Le chèque de 8 000 $ pour la réparation de leur toit. D'innombrables dépenses plus petites, anniversaires, cadeaux de Noël, l'équipement de baseball de Tyler, les cours de danse d'Emma, les vacances en famille à Disney World que j'avais largement financées mais auxquelles je n'avais pas pu assister en raison d'engagement professionnel. Le total était stupéfiant. Près de 73 000 $ en 8 ans. Pas des prêts, pas des investissements, des cadeaux que je n'avais jamais prévu de me faire rembourser. De l'argent donné par amour et par obligation familiale, transformé par les mensonges de Megan en preuve de ma dépendance plutôt que de ma générosité. Ensuite, j'ai sorti mon historique d'emploi, mes lettres d'offres,
mes annonces de promotion, mes évaluations de performance, mes attributions d'options d'achat d'actions, la documentation de ma véritable trajectoire de carrière plutôt que le récit fictif de Meghan. J'ai téléchargé des relevés montrant mon portefeuille d'investissement, mes comptes de retraite et le récent contrat d'achat de ma Tesla, entièrement payé. Aucun financement impliqué. En compilant ces documents, j'ai remarqué un nouvel email du frère de Brad, James. Et, désolé pour hier soir. On peut parler avant que tu ne partes. J'ai suggéré de se retrouver pour le petit déjeuner à mon hôtel. 1 heure plus tard, James est arrivé, l'air mal à l'aise mais déterminé. C'était assez horrible, a-t-il dit après avoir commandé un café. Sarah et moi en avons parlé toute la nuit. Nous n'avions aucune idée que Meghan. Eh bien, disait ces choses sur toi. Depuis combien de temps ça dure, ai-je demandé doucement. James a soupiré, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Des années, je suppose. Au début, ce n'était que de petits commentaires sur le fait que tu avais du mal à trouver tes marques à Seattle. Puis, progressivement, c'est devenu tout un récit sur la façon dont elle t'aidait à te soutenir pendant que tu essayais de t'établir. Et tu l'as cru? Son expression était peinée. J'aurais dû remettre ça en question davantage. Les histoires ne correspondaient jamais tout à fait à ce que je pouvais voir de ta vie, mais Meghan était toujours si convaincante. Elle nous montrait des textos de toi la remerciant pour son aide. Parlait de la façon dont tu l'appelais pour des conseils financiers. Ces textos la remerciaient de me faire suivre mon courrier, ai-je expliqué. Les discussions financières, c'était moi qui proposais de les aider, pas l'inverse. James a hoché la tête lentement. Je commence à comprendre ça maintenant. Écoute, Archer, je me sens très mal. Que puis-je faire pour aider à arranger ça? Sa sincérité était touchante, mais la situation nécessitait plus que le soutien d'un allié. Dis juste la vérité si ça revient sur le tapis, ai-je répondu. Je vais aborder ça directement. Après le départ de James, j'ai appelé le docteur Rivera, le thérapeute que je voyais à Seattle pour surmonter le deuil de nos parents et naviguer dans les complexités de ma relation avec Meghan. C'était inévitable que cela arrive, a dit le docteur Rivera après que je lui ai raconté l'incident du dîner. Ce qui est important maintenant, c'est que vous établissiez des limites claires tout en prenant soin de votre santé émotionnelle. Je prévois de la confronter, ai-je expliqué. Pas émotionnellement, mais avec la documentation de tout, l'argent, ma carrière, tout. Cette approche a du sens, mais préparez-vous à des réactions défensives, a-t-il averti. Les personnes qui ont créé de faux récits réagissent souvent à la vérité avec des tromperies encore plus élaborées. La clé est de rester ancré dans les faits tout en acceptant que certaines relations puissent être modifiées de manière permanente par cette confrontation. Ensuite, j'ai appelé Jessica, ma conseillère financière à Seattle. Je vous dis depuis des années que votre soutien à la famille de votre sœur est excessif, m'a-t-elle rappelé. D'un point de vue purement financier, mettre fin à ces paiements est attendu depuis longtemps. Cet argent devrait aller à vos propres objectifs. L'achat de la maison que vous prévoyez, l'idée de start-up que vous développez. Je sais, ai-je reconnu. Les obligations familiales sont compliquées. Elles le sont, a-t-elle convenu. Mais les limites financières font partie de dynamiques familiales saines. Je vous envoie un résumé de ce que ces contributions auraient rapporté si elles avaient été investies sur la même période. Voir le coût d'opportunité pourrait renforcer votre résolution. Le document qu'elle a envoyé était dégrisant. Si j'avais investi ces 73 000 $ au lieu de les donner à Meghan et Brad, ils auraient atteint près de 110 000 $ compte tenu des performances du marché sur la même période. Mon prochain appel a été à ma patronne, Catherine, expliquant que je devais prolonger mon séjour dans le Michigan de 2 jours pour régler une affaire de famille. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, a-t-elle dit. L'équipe a le lancement sous contrôle. La famille avant tout. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. J'avais mis la famille avant tout pendant des années, mais pas d'une manière qui servait ni Meghan ni moi à long terme. En cautionnant son comportement, j'en étais devenu complice. En milieu d'après-midi, j'avais formulé un plan complet. Plutôt qu'une confrontation émotionnelle ou une exposition publique, je demanderais une réunion de famille avec toutes les personnes présentes au dîner. Je présenterai les faits calmement et clairement, puis j'établirai de nouvelles limites pour l'avenir. J'ai passé le reste de la journée à me préparer à divers scénarios. Si Meghan niait tout, j'avais la documentation. Si elle devenait émotive, je resterais calme. Si Brad devenait agressif,
je me recentrerai sur les faits plutôt que de m'engager dans la colère. Mon but n'était pas de les punir ou de les embarrasser, mais de mettre fin au cycle de tromperie et d'exploitation. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Megan, nous devons avoir une réunion de famille demain. Toutes les personnes présentes au dîner devraient être là. Je passerai à 14 heures. Sa réponse a été immédiate et défensive. De quoi s'agit-il? Nous avons des projets demain. Changez-les, ai-je répondu. C'est important. Après une longue pause. D'accord, mais je ne comprends pas pourquoi tu es si dramatique. Je n'ai pas répondu davantage. Le temps de m'expliquer était révolu. Demain serait consacré à la vérité. Une vérité inconfortable et attendue depuis longtemps. Le dimanche après-midi est arrivé avec une clarté d'intention que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais bien dormi pour la première fois depuis mon arrivée dans le Michigan, me réveillant avec la certitude que, quelle que soit l'issue, affronter la tromperie de Megan était nécessaire pour mon propre respect et pour toute possibilité de relation authentique à l'avenir. Je me suis habillé délibérément de manière décontractée mais professionnelle, un jean foncé, une chemise à boutons bleu clair et la montre que notre père m'avait laissée. Rien de tape à accent grave-l'œil qui pourrait renforcer le récit de Megan sur le fait que je me la jouais, mais rien qui ne minait le succès que j'avais légitimement gagné. Le temps avait tourné, une pluie de printemps régulière remplaçant le soleil de la veille. Approprié pour la conversation à venir. Je suis arrivé chez Megan et Brad précisément à 14 heures, portant un portefeuille en cuir contenant des impressions de toute la documentation que j'avais compilée. Megan a ouvert la porte avant que je puisse sonner. Son expression était un mélange d'agacement et d'appréhension. Elle avait clairement fait un effort sur son apparence. Cheveux fraîchement coiffés, maquillage soigneusement appliqué, vêtue d'un pull et d'un jean d'allure coûteuse qui projetait une aisance décontractée. Je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne pouvait pas attendre ta prochaine visite, a-t-elle dit en guise de salut, s'écartant pour me laisser entrer. Tu as complètement perturbé notre dimanche. Certaines choses ne devraient pas attendre, ai-je répondu d'un ton égal. Est-ce que tout le monde est là? Elle a hoché la tête à contre-cœur. Dans le salon. Les enfants sont chez les parents de Brad. La disposition des personnes dans le salon en disait long. Brad était assis dans ce qui était clairement son fauteuil habituel, positionné légèrement à l'écart de ses parents sur le canapé. James et Sarah avaient pris place à l'autre bout de la pièce, leur langage corporel suggérant un malaise face à la situation. Toute conversation a cessé à mon entrée. Merci à tous de vous être libérés, ai-je commencé, restant debout alors que Megan prenait place à côté de Brad. Je sais que c'est inattendu, mais après ce qui s'est passé au dîner hier soir, il y a des choses qui doivent être clarifiées. Si c'est à propos de ce que Tyler a dit, a rapidement interjeté Megan, nous lui avons déjà expliqué qu'il avait mal compris. Les enfants exagèrent. Tu sais comment c'est. Ce n'est pas seulement à propos de Tyler, ai-je répondu calmement. C'est à propos d'un schéma qui dure depuis des années, un schéma que j'ai laissé perdurer trop longtemps. J'ai ouvert mon portefeuille et j'ai sorti le premier document, un résumé de toutes les contributions financières que j'avais faites au ménage de Megan et Brad. Au cours des 8 dernières années, j'ai fourni un soutien financier important à Megan et Brad, ai-je expliqué, distribuant des copies du résumé à tout le monde dans la pièce. Près de 73 000 $ au total, y compris 81 paiements hypothécaires mensuels de 900 $ chacun. Le père de Brad, Howard, a brusquement levé les yeux du papier, son expression passant de dédaigneuse à attentive. De quoi s'agit-il, Megan, a-t-il demandé en se tournant vers ma sœur. Ce n'est pas ce qu'il en a l'air, a répondu Megan, sa voix s'élevant légèrement. Archie a toujours été généreux avec les cadeaux, mais il donne l'impression que nous avons profité de lui. Je ne fais pas d'accusation, ai-je interrompu doucement. Je ne fais qu'énoncer des faits. L'argent a été donné librement. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que j'ai récemment appris que mon soutien financier a été mal interprété auprès de vous tous. On m'a dit que certains d'entre vous croient que j'ai été financièrement dépendant de Megan et Brad alors que c'est le contraire. C'est ridicule. A balbutié Brad, le visage rouge. On n'a jamais dit ça. J'ai des textos et des emails, ai-je continué, sortant un autre document de mon portefeuille. Des messages de Megan à divers membres de la famille décrivant des prêts qu'elle m'aurait fait. Des références à son aide pendant des moments difficiles. Des déclarations sur l'instabilité de ma carrière. J'ai tendu ces documents à James, qui les a parcourus avec un malaise croissant avant de les passer à Sarah.
Ça vient de notre conversation de groupe, a dit doucement Sarah en regardant Megan. Tu nous as dit que tu aidais Archer avec son loyer quand ses heures ont été réduites l'année dernière. Elle s'est tournée vers moi. Tes heures ont-elles été réduites? Non, ai-je répondu. J'ai reçu une promotion et une augmentation de 20% en février dernier. Mes heures n'ont jamais été réduites. Je n'ai jamais eu de difficultés financières. Je n'ai jamais emprunté d'argent à Megan ou Brad. La pièce est tombée dans le silence alors que cette information faisait son chemin. Judith, qui avait observé attentivement, a pris les papiers des mains de son mari. Et le prêt commercial, a-t-elle demandé, faisant référence aux 15 000 $ que j'avais donnés à Brad. Tu nous as dit qu'Archer avait emprunté de l'argent de ton héritage et qu'il le remboursait. Avant que Megan ne puisse répondre, j'ai sorti un autre document, une copie du virement bancaire avec la mention clairement indiquée, expansion d'entreprise. Il n'y a pas eu de prêt, ai-je expliqué. Quand Brad a voulu ouvrir le deuxième concessionnaire, je leur ai donné 15 000 $ en cadeau. La même chose s'applique aux 8 000 $ pour le remplacement de leur toit il y a 2 ans et à d'innombrables autres dépenses que j'ai couvertes au fil des ans. Brad s'est levé brusquement, son expression s'assombrissant. On n'a jamais demandé l'aumône, a-t-il lancé. Si tu as compté les points toutes ces années, peut-être que tu n'aurais pas dû offrir en premier lieu. Je ne compte pas les points, ai-je répondu, gardant mon calme. J'ai donné librement parce que j'aime cette famille. Je ne vous montre ces documents que maintenant parce que j'ai besoin que tout le monde comprenne la réalité de notre relation financière. Je me suis tourné pour m'adresser à tout le monde. J'ai travaillé incroyablement dur pour mon succès. J'ai payé mes études moi-même, en cumulant 3 emplois simultanément. J'ai gagné chaque promotion par mon dévouement et mes compétences. La Tesla dans l'allée est à moi. Achetée en une seule fois avec l'argent de ma récente prime de performance. Je ne me la joue pas et je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Megan était de plus en plus agitée. Et maintenant, elle se tenait debout, les larmes aux yeux. Alors c'est de ça qu'il s'agit? Tu veux m'humilier devant tout le monde parce que tes sentiments ont été blessés parce qu'un enfant de 7 ans a dit quelque chose de stupide au dîner? Non, ai-je dit doucement. Il s'agit de la vérité. Pendant des années, tu as créé un récit fictif sur ma vie. Un récit où je suis en difficulté, où je fais semblant, où je suis en quelque sorte moins brillant que je ne le suis réellement. Tu as dit à tes enfants, à tes beaux-parents et même à nos amis communs que j'emprunte des voitures pour impressionner les gens, que je vis au-dessus de mes moyens, que j'ai besoin de ton soutien financier. Rien de tout cela n'est vrai, et ça doit cesser. Pourquoi ferait-elle ça? A demandé Howard, l'air vraiment confus. James s'est raclé la gorge. Je crois que je comprends, a-t-il dit prudemment. Si Archer était en difficulté, il serait plus facile d'expliquer pourquoi Megan et Brad avaient besoin de son aide financière tout en dénigrant simultanément ses choix de vie. Ça ne peut pas être les deux. Soit il a assez de succès pour fournir un soutien substantiel, soit il échoue et a besoin de leur aide. Le récit doit être cohérent. Megan s'est effondrée sur son siège, les larmes coulant maintenant librement. Vous ne comprenez pas ce que c'est, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu es parti. Tu es allé à l'université, tu as fait une carrière brillante, tu as déménagé dans une ville glamour. Sais-tu ce qui m'est arrivé? Je suis tombée enceinte, je me suis mariée jeune et je suis restée dans la même ville à faire les mêmes choses avec les mêmes personnes pour toujours. Je n'ai jamais jugé tes choix, ai-je répondu doucement. Tu n'avais pas à le faire, a-t-elle pleuré. Ta vie juge la mienne tous les jours. Chaque promotion, chaque voyage que tu fais, chaque succès que tu as me rappelle tout ce que j'ai abandonné. Et oui, j'ai été jalouse et pleine de ressentiment. C'est ce que tu veux que j'admette? Brad s'est approché d'elle, posant une main sur son épaule qu'elle a immédiatement repoussée. Et toi? Elle s'est tournée vers lui. Tu étais assez content de prendre son argent tout en riant dans son dos de la façon dont il se croit meilleur que nous. Tu m'as encouragé, le visage de Brad est devenu rouge. Ce n'est pas juste, Megan. C'est toi qui as dit à tout le monde qu'il était en difficulté. C'est toi qui as dit que son travail n'était pas sûr. J'ai juste suivi ce que tu me disais. La pièce est tombée dans un silence inconfortable alors que l'étendue de la tromperie devenait claire pour tout le monde. Judith a regardé entre son fils et sa belle-fille avec une expression de déception croissante. Howard a fixé ses mains. James et Sarah ont échangé des regards qui communiquaient leur malaise. Je ne suis pas venu ici pour créer la division ou pour blâmer, ai-je dit finalement.
Je suis venu pour établir la vérité et fixer des limites pour l'avenir. Je ne contribuerai plus à votre hypothèque ou à d'autres dépenses. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que cela a créé une dynamique malsaine entre nous. Alors, tu nous coupes complètement les vivres, a demandé Megan, une note de panique entrant dans sa voix. Comme ça? Je mets fin à un soutien financier qui a été déformé et pris pour acquis, ai-je précisé. Je suis toujours ton frère. Je veux toujours faire partie de la vie de Tyler et Emma. Mais à l'avenir, notre relation doit être basée sur le respect mutuel et l'honnêteté. Et si on a besoin d'aide? A demandé Brad, sont-on quelque part entre la défense et l'inquiétude? Alors nous pourrons en discuter ouvertement et honnêtement, ai-je répondu. Mais plus de paiements mensuels. Plus de s'attendre à ce que je couvre les urgences ou les extras sans reconnaissance. Et absolument plus de dénigrement de ma carrière ou de mon succès pour vous sentir mieux. J'ai rassemblé mes documents, les remettant dans le portefeuille. Je pars pour Seattle demain matin. J'ai dit ce que j'avais à dire. La suite dépend de vous tous. Alors que je me tournais pour partir, James s'est levé. Je t'accompagne. Dans le hall, loin des autres, il a parlé doucement. Ça a demandé du courage. Pour ce que ça vaut, Sarah et moi aurions dû remettre en question les histoires de Megan plus attentivement. Les incohérences étaient là si nous avions été attentifs. Ce n'est pas votre responsabilité, l'ai-je rassuré. Nous avons tous cru ce que nous voulions croire. Et maintenant, a-t-il demandé. Vas-tu couper complètement le contact? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ce que je veux. Mais les vraies relations ne peuvent pas être construites sur des mensonges et de la manipulation. La balle est dans leur camp maintenant. En m'éloignant de la maison en voiture, un mélange complexe d'émotions m'a envahi. Le soulagement d'avoir enfin dit ma vérité, la tristesse pour la douleur que cela avait causée, l'incertitude quant à ce qui resterait de ma relation avec ma sœur et sa famille. Mais sous tout cela se trouvait un fondement de respect de soi qui manquait depuis trop longtemps. Les suites immédiates de la confrontation se sont déroulées de manière à la fois attendue et surprenante. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, épuisé sur le plan émotionnel, mais avec la clarté qui vient du fait d'avoir enfin abordé des vérités longtemps refoulées. J'ai commandé un service en chambre, j'ai répondu à quelques emails professionnels et j'ai essayé de digérer les événements de la journée. Vers 20h, mon téléphone a vibré avec un texto de Megan. Tu as toujours été si critique. J'espère que tu es satisfait de toi d'avoir détruit cette famille. Je n'ai pas répondu. Projection classique, m'accusant de la chose même qu'elle avait faite pendant des années de tromperie. Le docteur Rivera m'avait averti de cette réaction défensive et s'engager n'aurait fait qu'attiser le feu. 15 minutes plus tard, Brad a appelé. Lorsque j'ai répondu, sa voix était tendue de colère contenue. Tu aurais pu aborder ça en privé avec nous, a-t-il dit sans préambule. Tu devais vraiment embarrasser Megan devant toute ma famille. La tromperie n'était pas privée, ai-je répondu calmement. Le récit sur moi a été partagé avec tout le monde. La correction devait être tout aussi complète. Mes parents remettent tout en question maintenant, a-t-il continué. Papa parle de responsabilité financière et maman demande comment on a pu accepter autant d'argent de toi tout en, il s'est interrompu. Tout en quoi, ai-je incité. Un lourd soupir est venu par le téléphone. Point tout en disant les choses qu'on a dites. Écoute, je sais comment ça apparaît, mais tu dois comprendre la position de Megan. Elle a construit toute son identité autour de sa réussite ici, d'être celle qui a fait les bons choix. Ton succès menace ce récit. Mon succès est le résultat de mes choix et de mon travail acharné, ai-je souligné. Il ne diminue pas le sien, à moins qu'elle ne le permette. Facile à dire pour toi, a-t-il marmonné. Bref, je n'ai pas appelé pour me disputer. Je voulais te poser une question sur le paiement de l'hypothèque. Étais-tu sérieux au sujet de l'arrêter complètement? Nous avons basé notre budget sur cet argent. L'audace était toujours à couper le souffle. Oui, j'étais sérieux. Tu as eu 81 paiements de ma part. Ça fait 72 900 $ pour une maison où je ne vis pas. C'est plus que suffisant. On ne peut pas simplement ajuster notre budget du jour au lendemain, a-t-il protesté. Au moins, donne-nous quelques mois pour. J'ai interrompu fermement. Le paiement s'arrête maintenant. Tu gagnes bien ta vie au concessionnaire, Brad. Toi et Megan, vous devez vivre selon vos moyens.
La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes avant qu'il ne réponde froidement, « D'accord, ne t'attends pas à voir beaucoup les enfants alors. » La menace a atteint sa cible. Tyler et Emma étaient innocents dans tout ça, et l'idée de perdre ma relation avec eux était douloureuse. Mais j'ai reconnu la tactique de manipulation pour ce qu'elle était. Utiliser les enfants comme moyen de pression est indigne de toi, ai-je dit doucement. Pense à ce que ça leur apprend. Il a raccroché sans répondre. J'allais justement me préparer à me coucher quand un autre coup a retenti à la porte de ma chambre d'hôtel. En regardant par le Judas, j'ai été surpris de voir Tyler debout là, avec James derrière lui. J'ai ouvert la porte immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? James avait l'air désolé. Tyler a entendu une partie de la conversation après ton départ. Il était très contrarié et a insisté pour te voir. J'espère que ça ne dérange pas. J'ai envoyé un texto à Megan pour lui dire qu'il est avec moi. Tyler s'est jeté sur moi dans une étreinte féroce. Je suis désolé, oncle Archer. Je ne voulais pas mettre tout le monde en colère. Je me suis agenouillé à son niveau, lui rendant son étreinte. Et, mon pote, tu n'as rien fait de mal. Les adultes ont parfois des désaccords compliqués qui n'ont rien à voir avec toi. Mais tout le monde criait après ton départ, a-t-il dit, sa voix petite. Maman pleurait, et grand-mère n'arrêtait pas de dire qu'elle était déçue. Papa a claqué la porte et est parti en voiture. Je l'ai conduit pour qu'il s'asseye sur le bord du lit tandis que James s'appuyait contre le mur, nous laissant un peu d'espace. Tyler, écoute-moi, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Rien de tout cela n'est de ta faute. Ce que tu as dit au dîner a juste mis en lumière des problèmes d'adultes qui devaient être discutés. Mais maman a dit que je l'avais embarrassé en répétant des choses privées. Les adultes ne devraient pas dire aux enfants des choses qu'ils ne veulent pas qu'on répète, ai-je expliqué doucement. Tu as juste été honnête, ce qui est exactement ce que tu devrais toujours faire. Il a réfléchi à cela un moment. Est-ce vrai que tu as acheté ta voiture toi-même? Maman a dit que tu faisais juste semblant. Oui, je l'ai acheté moi-même, ai-je confirmé. Je travaille très dur à mon travail, et parfois je peux m'acheter de belles choses grâce à ce travail acharné. Cool, a-t-il dit, son attitude s'éclaircissant légèrement. On pourra toujours faire un tour un de ces jours? Absolument, ai-je promis, bien qu'incertain du moment où cette opportunité pourrait réellement se présenter compte tenu des circonstances actuelles. Chaque fois que je serai de passage. Après que Tyler soit allé aux toilettes, James a suggéré qu'il devrait rentrer. Sarah attend dans la voiture. On le dépose à la maison. Merci de l'avoir amené, ai-je dit sincèrement. Ça compte beaucoup. Il était vraiment inquiet pour toi, a répondu James. Et pour ce que ça vaut, Sarah et moi avons parlé avec Howard et Judith après ton départ. Ils ont beaucoup à digérer. Ça a été une sacrée révélation pour eux sur Megan et Brad. Après leur départ, j'ai reçu un message de Sarah. James m'a parlé de la visite de Tyler. J'espère que ça ne t'a pas dérangé. Je voulais juste que tu saches qu'on est là pour toi. Ces histoires de famille sont compliquées, mais tu as bien fait. Restons en contact. Son soutien était inattendu, mais profondément apprécié. Peut-être que quelque chose de positif pourrait émerger de cette situation douloureuse. Des relations authentiques avec des membres de la famille qui appréciaient la vérité et le respect. Vers minuit, mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Megan est apparu sur l'écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Comment oses-tu remplir la tête de Tyler avec ta version des événements, a-t-elle commencé, ces mots légèrement pâteux, suggérant qu'elle avait bu. Il est rentré en parlant de la façon dont les adultes ne devraient pas dire aux enfants de garder des secrets et comment tu as vraiment acheté ta voiture de luxe. Ce n'est guère une déclaration controversée, Megan, ai-je répondu avec lassitude. J'ai bien acheté ma propre voiture, et les adultes ne devraient pas mettre les enfants au milieu de leurs problèmes. Tu as retourné tout le monde contre moi, a-t-elle continué, son ton passant de la colère aux larmes. Mes beaux-parents pensent que je suis une sorte de menteuse manipulatrice. Brad me parle à peine. Même James et Sarah sont bizarres. J'ai simplement dit la vérité, ai-je dit. Si cela a retourné les gens contre toi, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. Tu as toujours été si parfait, a-t-elle craché, la colère revenant. Des notes parfaites, une carrière parfaite, une vie parfaite. Certains d'entre nous font des erreurs, Archer. Certains d'entre nous ont des regrets. On ne peut pas tous être aussi impeccables que toi.
Je n'ai jamais prétendu être parfait, ai-je dit doucement. J'ai juste travaillé dur et fait des choix différents. Et maintenant tu me punis pour les miens en nous coupant les vivres financièrement, a-t-elle accusé. Je mets fin à un schéma malsain, ai-je corrigé. Ce n'est pas une punition, c'est une limite. La conversation a continué dans ce schéma circulaire pendant plusieurs minutes. Meghan alternant entre des accusations colériques, des supplications larmoyantes et des tentatives de manipulation. J'ai gardé mon calme, répétant ma position sans m'engager dans ces tactiques émotionnelles. Finalement, épuisé par l'échange, j'ai mis fin à l'appel par un simple « Je t'aime, Meghan », mais cette conversation n'est pas productive. On pourra reparler quand tu seras prête à discuter des choses honnêtement. Le lendemain matin, alors que je me préparais à quitter l'hôtel, j'ai reçu un texto du père de Brad, Howard. Je te dois des excuses. Je n'avais aucune idée de la situation financière. Des commentaires inappropriés ont été faits sur la base de fausses informations. J'aimerais te parler quand tu auras le temps. Je l'ai appelé de l'aéroport en attendant mon vol. Notre conversation a été brève mais significative. Il a exprimé un regret sincère d'avoir accepté sans question la description que Meghan faisait de moi et a reconnu la générosité que j'avais montrée à leur famille au fil des ans. Brad et Meghan doivent se débrouiller seuls, a-t-il conclu. Judith et moi les avons aussi aidés, de différentes manières. Peut-être que c'est le réveil dont ils avaient besoin. Sur le vol de retour vers Seattle, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle le système familial s'était recalibré une fois la vérité exposée. Ceux qui appréciaient l'honnêteté, James, Sarah, et finalement Howard et Judith, avaient ajusté leur perception et tendu la main. Ceux qui avaient profité de la tromperie, Meghan et Brad, luttaient pour maintenir leur récit face à des preuves accablantes. Alors que l'avion atterrissait à Seattle, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. La famille que je pensais avoir ne serait peut-être plus jamais la même, mais peut-être que quelque chose de plus authentique pourrait éventuellement prendre sa place. 6 mois ont passé depuis ce dîner de famille fatidique et la confrontation qui a suivi. Le chemin de ce week-end douloureux à aujourd'hui n'a pas été linéaire, mais il a été transformateur d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les premières semaines après mon retour à Seattle ont été difficiles. Meghan alternait entre des textos en colère, des appels téléphoniques larmoyants et des périodes de silence complet. Brad ne communiquait que par des messages laconiques sur des questions pratiques. Tyler et Emma m'ont envoyé des dessins et des messages dictés par l'intermédiaire de James et Sarah, qui étaient devenus des alliés inattendus et des ponts vers les enfants pendant la brouille avec leurs parents. Environ un mois après notre confrontation, Meghan a appelé tard un soir, sa voix soumise et dépourvue de l'agressivité défensive qui avait caractérisé nos conversations précédentes. « Je vois une thérapeute », a-t-elle annoncé sans préambule. Elle a suggéré que j'avais peut-être des problèmes de comparaison et d'insécurité. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était la première reconnaissance que son comportement pouvait avoir des racines plus profondes qu'un simple malentendu. Notre conversation ce soir-là a été prudente, mais plus honnête que toutes celles que nous avions eues depuis des années. Elle n'a pas directement abordé les mensonges qu'elle avait racontés, mais elle a admis s'être sentie submergée par la jalousie en entendant parler de mes avancées professionnelles. 2 semaines plus tard, Brad a contacté avec une approche plus directe. J'aurais dû remettre en question plus attentivement les histoires de Meghan à ton sujet, a-t-il admis. Et je n'aurais certainement pas dû les suivre ou les répéter à d'autres. C'était mal, et je suis désolé. Le paiement de leur hypothèque est arrivé et pour la première fois en près de 7 ans, ils l'ont entièrement couvert eux-mêmes. Ce n'a pas été facile pour eux. Brad a fait des heures supplémentaires au concessionnaire et Meghan a trouvé un travail à temps partiel comme assistante administrative au community college local. L'adaptation à une vie selon leurs moyens réels a été difficile, mais nécessaire pour leur croissance et la guérison de notre relation. Au bout de 3 mois, nous avions établi une nouvelle normalité. J'ai eu des conversations vidéo avec Tyler et Emma chaque semaine. Meghan s'est jointe à ces appels de temps en temps, sa gêne initiale laissant progressivement place à une interaction plus naturelle. Nous avons soigneusement évité toute discussion sur les finances ou ma carrière, nous concentrant plutôt sur les activités des enfants et les souvenirs de famille partagés. Howard et Judith ont eu leur propre remise en question. Reconnaissant comment leur accent sur les apparences et le statut avaient contribué aux insécurités de Meghan, ils ont commencé à faire des efforts conscients pour célébrer les réalisations basées sur le caractère et l'effort plutôt que sur les résultats matériels. Howard m'a même appelé spécifiquement pour me dire fièrement qu'il avait félicité Tyler pour l'amélioration de ses compétences en lecture plutôt que pour avoir gagné un match de baseball.
Un changement petit mais significatif dans son système de valeurs. Mes relations avec James et Sarah se sont considérablement approfondies. Ce qui avait été des connexions occasionnelles, réservées aux vacances, s'est transformé en une véritable amitié. Ils ont visité Seattle pour un long week-end en août, et je leur ai fait visiter la ville que j'avais appris à aimer. Sans le prisme déformé de Megan colorant leur perception, ils ont vu ma vie telle qu'elle était vraiment, ni extravagante ni ostentatoire, mais confortable, épanouissante et gagnée par un effort constant. Les changements les plus profonds, cependant, se sont produits en moi. Grâce à un travail continu avec le docteur Rivera, j'ai examiné les schémas qui m'avaient permis de m'emmêler dans une dynamique aussi malsaine pendant si longtemps. J'ai reconnu comment la mort de nos parents avait intensifié mon désir de maintenir les liens familiaux à tout prix. Comment mes expériences d'enfance avec l'insécurité financière avaient fait de la générosité une valeur centrale. Et comment mon évitement naturel des conflits avait permis aux manipulations de Megan de rester incontestées. J'ai appris à établir des limites saines, non seulement avec Megan, mais dans toutes mes relations. J'ai pratiqué le fait de dire non sans culpabilité et d'exprimer mes besoins directement plutôt que d'espérer que les autres les devineraient. J'ai commencé à voir comment mon succès professionnel était devenu une forme de validation, me poussant à travailler des heures excessives et à sacrifier des relations personnelles pour l'avancement de carrière. Avec cette nouvelle prise de conscience, j'ai apporté des changements significatifs dans ma propre vie. J'ai réduit mes heures de travail de 60 à un nombre plus raisonnable de 45 par semaine. J'ai rejoint un groupe de randonnée local et je me suis fait de véritables amis en dehors du travail. J'ai même recommencé à sortir avec des femmes après des années à mettre la romance en veilleuse. Rien de sérieux pour l'instant, mais je suis ouvert aux possibilités d'une manière que je ne l'étais pas auparavant. Sur le plan financier, j'ai réorienté les ressources qui allaient auparavant au soutien de la famille de Megan. J'ai acheté un condo modeste mais confortable dans un quartier que j'aime. J'ai augmenté mes cotisations de retraite et j'ai créé un compte d'investissement séparé pour des objectifs futurs. J'ai même mis de l'argent de côté pour de vraies vacances, mes premières en près de 10 ans, prévoyant un voyage de 2 semaines au Japon au printemps prochain. Le mois dernier, je suis retourné dans le Michigan pour le 8e anniversaire de Tyler. L'atmosphère était nettement différente des visites précédentes. Megan m'a accueilli avec un vrai câlin plutôt que celui prévenant auquel j'étais habitué. Brad m'a serré la main et m'a regardé droit dans les yeux, la posture défensive notablement absente. Ils m'ont fièrement montré leur hypothèque refinancée à un taux d'intérêt plus bas avec des paiements qu'ils pouvaient gérer de manière indépendante. Le moment le plus touchant est venu lorsque Tyler m'a fièrement montré son projet scientifique. Un modèle du système solaire qu'il avait entièrement construit lui-même. Oncle Archer, maman a dit que tu pourrais peut-être m'aider à comprendre comment fonctionne la gravité, a-t-il dit. Elle m'a dit que tu es vraiment intelligent en sciences. C'était une petite chose, peut-être, mais significative. Megan reconnaissant mes connaissances comme précieuses plutôt que menaçantes. Un pas vers la vision de mes capacités comme des ressources à partager plutôt que des succès à diminuer. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le porche après que les enfants soient allés se coucher, Megan a prononcé les mots que j'avais attendus pendant des années. Je suis désolé, Archer. Vraiment désolé. J'étais tellement prise par le sentiment d'avoir échoué dans ma propre vie que je ne pouvais pas célébrer la tienne. Au lieu d'apprécier ta générosité, je t'en voulais d'être en mesure d'être généreux. C'était mal, et je travaille à être meilleur. Les excuses n'étaient pas parfaites, et notre relation reste un travail en cours. La confiance qui a été brisée mettra des années à se reconstruire complètement. Mais à ce moment-là, j'ai reconnu que la confrontation douloureuse 6 mois plus tôt avait été nécessaire non seulement pour mon propre respect, mais aussi pour la croissance de Megan.